Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui se met en mode espagnol pour ce numéro, puisque, eh bien oui, troisième grand tour de la saison, c'est la Vuelta à España, le grand tour, donc le Tour d'Espagne 2025. Et pour en parler sur ce petit plateau, eh bien j'accueille Damien et Alexis qui fait son grand retour après ses longs congés interminables d'été. Salut les copains. Salut tout le Salut tout le monde, monde. content d'être de retour. Eh ben, nous sommes contents de te voir aussi parce que je sais que tu as des choses à dire sur cette Vuelta qui aurait pu convenir à un Tadej Pogacar qui ne sera pas là. Et donc, ça va peut-être rendre cette course au maillot rouge un peu plus ouverte. Quoique, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet puisqu'il y a un certain Jonas Vingegaard qui est présent au départ et qui, bien évidemment, va viser la victoire finale. A priori, c'est le grand favori. Est-ce que c'est Alexis et Damien? Et je propose de donner la parole en priorité à Alexis, puisque c'est son grand retour dans le petit plateau. Est-ce que Vingegaard est l'immense favori de ce Tour d'Espagne 2025? L'immense favori, oui, ça c'est sûr et certain. Après, j'ai pas envie de faire mon journaliste qui va aller faire un faux suspense pour garder les auditeurs, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Premièrement, UAE a quand même un collectif assez intéressant avec deux gros leaders, même si le collectif Visma, il n'a pas grand-chose à envier à celui du UAE. Et puis, j'ai envie de parler du parcours, hein, voilà, pour un début de podcast, en plus, c'est important. On a vu quand même que Vingegaard, en effet, il est fort partout. Mais du côté de Visma, on continue quand même à dire, et on a cette impression-là aussi, que plus c'est dur, mieux c'est pour Vingegaard. Et c'est vraiment là, même si maintenant il a un super punch, c'est quand même plus l'ascension est dure et longue, plus il va aller creuser sur le reste du monde, c'est-à-dire donc sans compter Pogacar. Or ici, il n'y a pas vraiment d'étape avec des très longues ascensions, des ascensions interminables placées en fin d'étape. Il n'y a pas non plus d'étape à 5000 mètres de dénivelé positif. Ici, le plus long col parmi les cols placés en fin d'étape, c'est 18 km à 6%, donc c'est quand même assez roulant. Et l'étape avec le plus de D+, c'est 4200 mètres. C'est l'équivalent de Liège-Bastogne-Liège. Pour un grand tour, c'est vraiment très très peu. Donc il n'y a pas d'étape avec des enchaînements de hors catégorie. Voilà, c'est beaucoup des courses de côte. Et là-dessus, même s'il est très fort, on peut quand même se demander si sur un Almeida, par exemple, le rapport de force s'équilibre un tout petit peu, et puis aussi avec les 26 km de contre-la-montre individuelle, plus les 20 km de contre-la-montre par équipe, où pour moi, il est un petit peu au-dessus de Visma quand même. Donc, on peut quand même se demander si c'est pas intéressant à ce niveau-là. En plus de ça, Vingegaard, moi, j'ai quand même l'impression que même s'il est super fort, qu'il a pris 6 minutes à Lipovic sur le Tour de France, il m'a quand même l'air moins aérien, moins souverain qu'avant. Et Almeida a l'air plus fort que jamais, donc on peut quand même se demander, tiens, est-ce qu'Almeida sera pas quelques minutes plus fort que Lipovic? Est-ce que Vingegaard sera pas un petit peu moins fort que sur le Tour de France? Ce qui pourrait nous offrir un semblant de suspense sur cette Volta. Ouais, avant de te laisser la parole, Damien, peut-être un tout petit mot sur le parcours. On va en reparler évidemment dans tout l'épisode, mais effectivement, un autre élément qui est marquant sur ce tour, c'est qu'il n'y a qu'une seule étape qui dépasse la fameuse barre symbolique des 200 km. C'est l'étape de l'Angliru, Mm. justement. Mais voilà, on aura l'occasion effectivement de reparler du parcours. Un parcours qui convient, oui ou non, à Vingegaard. Damien, est-ce que Vingegaard, c'est ton grand favori? Ouais, pour le parcours, j'ai envie de répondre, mais c'est un peu bizarre. Je vais appliquer à Vingegaard ce que je dis à Pogacar d'habitude. C'est pas le meilleur parcours pour lui, mais c'est un parcours qui lui va quand même très bien. Mhm. Je suis d'accord avec presque ouais, avec tout ce qu'Alexis a dit. Maintenant, remettre Almeida dans le jeu quand on parle de punch, je sais pas. Euh, donc, ouais, pour moi, Vingegaard, il va être quand même intouchable. Je suis quand même un truc que je veux souligner dans ce qu'Alexis a dit, c'est vrai que Vingegaard a l'air moins aérien. En fait, depuis la chute du Pays Basque de l'année passée, on n'a jamais revu. On revoit du très 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 bon Vingegaard qui sort quand même au-dessus des autres en dehors de Pogacar, mais pas aussi facile. Par contre, il avait l'air de pas mal terminer le tour. Alors évidemment, il faut voir si on sait pas, si je ne me trompe pas, si j'ai pas un billet de Pogacar termine moins fort et Mm. donc j'ai l'impression que Vingegaard termine plus fort, ou est-ce que Vingegaard termine réellement plus fort? Moi j'ai l'impression qu'il était prêt pour la quatrième semaine, le Danois, mais Mm. voilà, je pense qu'il va quand même être largement au-dessus. C'est vrai que c'est pas très dur, mais par contre, il va avoir l'occasion de faire des différences presque tous les jours. Bientôt la Vuelta nous Mhm. fera 21 arrivées au sommet, hein, moi j'attends ça. Hein.
Donc, au sommet, entendons-nous bien avec les réserves que tu as mis, mais ça reste quand même des arrivées au sommet. Oui, oui, et c'est pas du punch non plus, hein, donc je veux dire, ça reste des écoles compliquées, juste, c'est pas l'école d'une heure, quoi, ça on n'en aura aucun sur cette Volta. Donc voilà, il pourra prendre moins de temps sur un gars comme Almeida, mais c'est pas non plus du punch, donc Almeida aura quand même l'occasion ouais, de faire ce qu'il sait faire. Ouais. Et après, l'élément UAE, deux gros leaders, oui, je suppose qu'on va y venir à UAE, mais comment vont-ils rouler ensemble? C'est Là, c'est clair. peut-être l'élément popcorn de cette Vuelta, on verra. Ouais, ouais, parce qu'effectivement, s'il y a bien un truc qui revient systématiquement depuis maintenant 2 ans sur tous les grands tours, c'est un petit peu cet affrontement, ce duel en fait entre les deux équipes auquel on devrait logiquement assister. D'un côté, la Visma de Vingegaard. De l'autre côté, UAE sans Pogacar. On sait aussi que sans Pogacar, tactiquement parlant, c'est rarement bon, hein. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur le dernier Tour d'Italie. Quand on n'a pas le mec qui a une jambe au-dessus des autres, on voit que chez UAE, c'est quand même assez fragile, hein, sur les stratégies de course. Et donc, ici, si effectivement on vient en plus rajouter l'élément peut-être perturbateur Ayuso, on sait que ça avait déjà créé certains problèmes, pas tellement dans le cadre de l'équipe UAE, mais en particulier avec Joe Almeida. Ça risque effectivement de un petit peu ce bonbon que cette Vuelta a à nous offrir, enfin va nous offrir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, ça, ce sont quand même 2 équipes, où la startlist est connue au moment où on enregistre ce numéro et donc on a du côté de Visma, autour de Vingegaard, on a quand même un Sepp Kuss. Alors, c'est toujours un peu tout ou rien Sepp Kuss, mais c'est quand même un ancien vainqueur de la Vuelta. Et puis il y a Matteo Jorgensen qui a déjà montré évidemment de très belles choses, sur, d'autres grands tours. Ben Tullet, Wilco Kelderman qui peuvent aussi, donner un sérieux coup de main. Et puis on aura aussi, Axel Zinglet, Dylan van Baarle et Victor Campenaerts pour venir compléter ce bloc. De l'autre côté, chez UAE, on l'a dit effectivement, ce duo entre Joe Almeida et Juan Ayuso, avec autour d'eux eh bien, de gros rouleurs, hein, Mikel Bjerg, Jay Vine, Ivo Oliveira. Puis on a aussi Domen Novak qui est un petit peu passe-partout. Et puis le grimpeur autrichien Félix Großschartner, avec toujours aussi un autre homme qui est parfois imprévisible, c'est Max Soler. On sait qu'il aime l'imprévisibilité, en particulier son grand tour. Donc on a là 2 collectifs très différents, balancés aussi de façon très différente. Comment est-ce que vous appréhendez ce duel? Et finalement, chez UAE, qui sera, d'après vous, le leader unique? Puisqu'on peut imaginer qu'ils vont démarrer la course avec 2 co-leaders, mais qu'a priori, en fonction de comment va se dérouler la course, on devrait avoir un leader et un super lieutenant quelque part. Honnêtement, je n'arriverai pas à trancher. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a souvent tendance à diminuer un peu Ayuso et cette année à mettre Almeida sur un piédestal. Effectivement, Almeida a fait un gros bond en avant, hein, mais Ayuso, il fait aussi des résultats. Il a juste eu des soucis un petit peu de santé, etc. Mais il est quand même toujours bon. Je pense qu'en fait, Ayuso était tellement une pépite où on a cru que ça allait devenir peut-être le fantastique qui allait réussir à rejoindre les autres, qu'on le juge beaucoup plus sévèrement. Mais sur le potentiel ici pour aller faire un classement cette Vuelta, je les mets un peu au même niveau. Avec la Mhm. progression d'Almeida et Ayuso, il y a une incertitude, je les mets un peu au même niveau. Donc, sur le potentiel, moi, j'aurais bien du mal à aller décider qui, quoi, comment. Maintenant, est-ce qu'on sait tout ce qui se joue en coulisses? Est-ce qu'on sait si Ayuso il est épanoui et qu'il va rester chez UAE? Est-ce que l'équipe va vouloir privilégier un des deux? Va peut-être vouloir remercier Almeida qui est plus collaborant. Après, il faut voir. Ayuso on se base beaucoup sur un jour aussi, hein, pour dire qu'il ne veut pas faire le travail d'équipe. Donc voilà, on a l'impression quand même qu'il pense Oui, plus à lui qu'à Almeida, mais peut-être qu'on se trompe aussi. Donc je sais et pas. puis, Honnêtement, je sais pas. il y a aussi le fait que, en tous les cas, d'après tous les éléments qui ressortaient, Ayuso, au départ, n'était pas prévu sur, la Volta, au contraire d'Almeida. Et puis, parce que Tadej Pogacar, au final, a décidé de prendre un petit peu de repos, on s'est dit: «Bon, on va rechercher, on va aller repêcher, Juan Ayuso». Donc en termes aussi de préparation tant physique que mentale, ça peut aussi jouer, peut-être là, cette fois-ci contre l'Espagnol qui, on le rappelle quand même en début de saison sur, le Giro, sans être non plus effectivement ultra transcendant, était très solide, avait remporté son étape et était, bien positionné au classement général avant de tomber malade.
Almeida, on ne sait pas trop. On l'a vu très à son aise sur certaines courses à étapes d'une semaine. Mais c'est vrai qu'au Tour de France, il est tombé en première semaine. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de voir où il se situait ici, en tout cas pour le Tour, et forcément ici aussi pour la Volta. Alexis, est-ce que tu as une hiérarchie, toi, que tu vois se Ouais. dessiner peut-être rapidement entre les deux? Bah, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, deux points me font plus pencher pour Almeida. Déjà, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, évidemment, mais on a quand même l'impression qu'il y a un petit divorce qui se prononce avec Ayuso, tandis qu'Almeida, au contraire, semble de plus en plus rentrer, enfin, de plus en plus, c'était déjà le cas avant, hein, mais il est plus que jamais dans les plans de UAE. Et puis deuxième point, encore une fois pour parler du parcours, même si moi j'ai toujours eu du mal à classer, à catégoriser Almeida, je sais pas là où il est le plus fort, là où il est le moins fort. Mais voilà, j'ai l'impression que pareil, ici, vu que c'est pas un parcours avec des enchaînements hors catégorie, c'est un peu plus pour Almeida que pour Ayuso. C'est l'impression que j'ai. Donc, ces deux points-là me font dire qu'Almeida est un petit peu au-dessus dans la hiérarchie, mais j'imagine quand même bien Ayuso ne pas être lieutenant et utiliser la tactique du co-leadership pour un petit peu attaquer de temps en temps. Voilà, avec la carte, tiens, on est co-leader, donc j'attaque comme ça. Almeida, il est derrière, il reste dans la route Vingegaard, mais qu'au fond, il le fasse un petit peu pour lui et que bah, ça crée un petit peu, comme vous disiez, le popcorn de cette Volta, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur Almeida. Moi, j'ai ça avec Ayuso aussi. Ayuso, j'ai aussi du mal à le catégoriser parce que Mhm. souvent on entend c'est vraiment un grimpeur plus qu'un puncher, mais pourtant il brille aussi sur des Ouais. courses d'un jour. Enfin, il brille, il s'illustre sur des profils qui sont Mm. aussi assez punchers. Donc j'ai aussi du mal moi à Ouais, catégoriser. c'est En vrai. fait, pour les deux, j'ai un peu cette question. Mhm. Et puis, bah, c'est vrai que le collectif UAE semble solide. Peut-être si on regarde un petit peu les forces en présence, est-ce que vous avez une de ces deux formations qui, selon vous, est plus costaude? On rappelle que, et tu l'as signalé, Alex, tout à l'heure, il y a un chrono par équipe qui sera situé au 5e jour de course, alors qui est assez limité, hein, c'est 20 km, donc c'est pas ça qui va non plus créer d'immenses écarts. Mais enfin voilà, on peut imaginer peut-être que pour le retour en Espagne, puisque le grand départ aura lieu à Turin en Italie, on peut imaginer pour le grand retour en Espagne, peut-être que l'Armada UAE va prendre les commandes. Et c'est ça qui serait peut-être intéressant aussi, c'est de voir Vingegaard devoir attaquer, comme il le fait finalement sur un Tour de France quand il doit attaquer Tadej Pogacar. Ici, ce serait intéressant de voir effectivement dans quelle mesure UAE peut prendre le maillot peut-être à Figueras le 5e jour, avec peut-être Almeida ou Ayuso, peut-être un autre coureur, sait-on jamais, mais en tous les cas, d'offrir la possibilité effectivement à celui qui n'aura pas le maillot, ben, d'attaquer, alors oui le maillot, mais d'attaquer aussi Vingegaard. Oui, UAE Mhm. semble un peu au-dessus, mais Visma c'est quand même costaud aussi hein, pour Bah rouler. ouais. Encore une Je- fois, je- excuse-moi, Damien, vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, je sais pas si on peut. Je donne un petit avantage à UAE, mais je sais pas si on peut partir du principe qu'UAE va gagner déjà et va mettre un bel écart à Visma. Non. Sur le chrono par équipe, tu veux dire? Ouais. Ouais, sur le chrono par équipe, ouais, c'est vrai que j'aurais plus tendance à parler du AE, mais Visma, c'est très solide aussi. Et puis, c'est vrai qu'on parle du co-leadership à raison à Ayuso Almeida, mais encore une fois, je reviens toujours là-dessus, et désolé, mais parce que pour moi c'est primordial vu la configuration qu'on a ici, on n'est pas sur des enchaînements qu'on a sur le Tour de France, et donc Jorgensen, il peut aussi revenir dans le débat en fait, hein, vu que Mhm. c'est des étapes des courses de côte, il est très fort là-dessus, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'allais en parler plus tard dans l'épisode, tu m'auras devancé, Oui. mais oui, oui. Ben, c'est vrai qu'en tout cas, voilà, si on se cantonne à UAE, ce sera le match dans le match, effectivement, puisque Ayuso Almeida, ça va peut-être nous rappeler, pas dire les bons souvenirs, mais quand on est observateur neutre, c'était malgré tout des bons souvenirs. Rappelez-vous cette fameuse guérilla interne chez Movistar entre Enric Mas d'un côté, Lopez, hein, le Ah, Colombien ah. de l'autre, qui ne pouvait pas rouler et qui perdait sa place sur le podium et puis qui a arrêté, et puis qui voulait abandonner, qui a repris. C'était quand même un épisode assez incroyable. C'était il y a déjà 3-4 ans.
bah, pourquoi pas avoir un petit peu ce genre Ouais. de choses. Ben, en tout cas, une équipe Movistar où il n'y aura pas Enric Mas, qui traditionnellement est un des prétendants, je ne vais pas dire au titre, mais en tous les cas au À la podium, deuxième place. à la Ouais. deuxième place habituellement. Il y a malgré tout, en dehors des trois coureurs sur lesquels on vient de rester un petit moment, c'est-à-dire Vingegaard, Ayuso, Almeida, il y a évidemment d'autres coureurs qui À fond. ambitionnent quelque chose, pas forcément la victoire évidemment finale, mais au minimum le podium. Quels sont les coureurs que vous verriez bien justement ici venir chatouiller les deux monstres de UAE et le monstre de chez Visma? Je vais pas tous les citer, on peut peut-être faire chacun son tour, je sais pas, mais déjà Landa, c'est le premier que j'ai hâte de voir, parce que quand on voit son niveau de l'année dernière, ça peut promettre, même si encore Est-ce- une fois, il n'y a pas de haute altitude, etc. Mais Voilà. ça peut être très intéressant de le voir dans cette course pour le podium, en tout cas. Pourquoi pas venir titiller les UAE au final, hein. Ouais, juste question sur sa forme, évidemment. Ouais. Sa rentrée n'était pas rassurante et tu viens, ouais, tu en as déjà parlé plusieurs fois, le parcours. Je sais pas, je sais pas, j'arrive pas bien à me projeter sur Londa. Euh, D'ailleurs, je sais pas si j'ouvre la discussion maintenant, j'allais vous poser une question après Londa et donc je vous donnerai après moi, mon favori hors UAE Visma. Euh, Est-ce que vous pensez, alors vous allez me dire, c'est pas non plus de la haute montagne, est-ce que vous pensez que si Londa est pas top, Valentin Parepad pourrait essayer pour la première fois de sa vie générale sur une course pareille? Ou il va Non, faire que des coups? pas encore. On l'a bien vu sur le tour, hein, c'est au Mont Ventoux qu'il a été le plus fort, parce que c'est une heure d'ascension. Je vais me répéter hein, sur cet Ouais. épisode, désolé, mais c'est parce que c'est tellement flagrant que Mhm. c'est. Ouais. Non, Mais dans les attention, comptes, non. Ouais. je dis pas le mettre de la course pour le podium, je dis juste est-ce que lui pourrait Ouais. essayer de faire un général, hein? Ça veut même pas dire qu'il ferait, enfin, tu vois, il pourrait faire top 10, top 15, j'en sais rien. Juste dans l'idée, si Lonta ne répond pas présent, vu qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre, est-ce que lui se dirait bah, j'essaye un général parce que bah, Londa, on voit qu'il n'est pas au niveau? Ou est-ce que alors la Soudal dit mais on n'a rien à gagner à aller faire un général, nous on va viser des étapes? Ouais, j'imagine plutôt les étapes. C'est plus dans l'ADN en plus de l'équipe, donc Ouais. j'imagine les étapes. Et on l'a vu sur le dernier Tour de France, hein, quand le leader, qui était Remco, est moins bien, on se rend compte que finalement, ça peut arriver très, très rapidement. Et donc, le fait d'emmagasiner des victoires d'étape, c'est quand même quelque chose qui peut sauver, entre guillemets, un tour. Comme tu l'as dit, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit, en tout cas dans quel état physique, hein, Mikel Landa va prendre le départ. S'il est au top de sa forme, c'est clairement un des favoris pour venir jouer le top 5, voire le podium. Mais c'est vrai que derrière, un Valentin Paré-Peintre me semble être plus le gars à aller faire des coups, comme les autres coureurs qui seront autour de Landa. Je pense notamment au jeune William Le Cerf, hein, qui Mhm. a déjà dit que son objectif ici, après avoir remporté le Czech Tour, ce serait d'aller chercher une étape sur la Vuelta. Et puis c'est vrai qu'on a vu aussi dans la façon de courir chez Soudal, en tout cas cette année-ci et l'année précédente aussi, quand il y a un coureur de classement général dans l'équipe et qu'on mise beaucoup dessus, les autres coureurs qui sont là pour l'encadrer, une fois qu'ils ne sont plus dans le bon groupe, se laissent décrocher totalement. Mhm. Et donc, on peut effectivement pas imaginer autre chose que un Mikel Landa, leader en début de Vuelta. Et donc, on peut par contre imaginer assez aisément qu'un Valentin Paré-Peintre, sans doute malgré tout un petit peu émoussé de son dernier Tour de France, euh, tarde un petit peu à retrouver une forme totale en début de Vuelta et donc perdre assez rapidement quelques minutes durant les premières étapes puisque ça va monter très vite, hein. Il y a très 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 Mhm. peu de plats dans ce parcours et donc et il en va évidemment de même pour les autres coureurs. Je ne vois pas un Ethan Hayter, si tant est qu'il est au départ, retrouver tout d'un coup une forme qui pourrait le mettre potentiellement dans une course au classement général. Donc, bon, en tout cas, voilà, enfin, pour terminer, pour conclure sur la Soudal Quick Step, je ne vois pas autre chose que Landa pour le classement général et puis les autres coureurs autour pour aller taper des coups à gauche ou à droite. Alors mon homme pour... ben, là, je vais rejoindre Alexis et son parcours. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour faire un bon classement pour Giulio Ciccone qui a l'air en forme? Bah C'est un ouais. parcours qui lui va très très bien. Bon, il a un petit problème sur le chrono. Sur le chrono par équipe, la Trek me semble pas énormissime, mais déjà rien qu'avec Pedersen et Dan Hall dans ton équipe, bon, voilà, ça envoie du lourd.
Donc je me dis, bon, je dis pas que Chicone va aller gagner la Vuelta, hein, mais c'est vraiment le mec. Alors, non seulement, je crois que ça peut être un des meilleurs derrière les tout gros favoris. Je pense que ce sera le meilleur, je vais me lancer, alors qu'il a Ouais. quand même jamais fait de top 10 en grand tour. Hein, mais, Bah, et surtout, ça peut être le dynamiteur, le gars un peu plaisir à suivre, parce que je pense que c'est un gars qui va essayer des choses. On n'aura pas Carapaz, on aura heureusement Bernal, on va y revenir peut-être plus tard. Bah, j'espère que Chicone va être aussi un de ces mecs qui peut nous amener du spectacle. ouais, il a quand même laissé planer le doute Ouais, je sais. quant au Grand Tour, enfin au classement général plutôt, Mhm. mais clairement, je l'imagine bien être parmi les meilleurs, ça c'est clair, top 5, il pourrait le faire. Et dans le même registre, un gars pour qui le parcours convient vraiment bien, c'est Derek G. Derek Mhm. G, il pourrait aussi clairement aller chercher un top 5, voire mieux sur cette Volta. Et j'ai aussi envie de parler de Tiberi. Ok. Ouais. Oui, c'est Romain, clair moi, que bah, il y a beaucoup de noms évidemment qu'on peut citer. Rapidement sur Ciccone, je suis tout à fait d'accord. Vu la forme affichée par le coureur italien, il arrive aussi à pleine maturité. Il a une équipe qui lui est dédiée hein, sur cette Vuelta. Alors c'est vrai que il n'y a pas peut-être le gars qui en montagne va pouvoir l'accompagner loin tout le temps. Mais enfin, on peut imaginer que s'ils sont au meilleur de leur forme, bah, un Carlos Verona, un Andrea Baggioli, ce sont des gars qui peuvent accompagner Ciccone jusque dans la dernière ascension chaque jour. Ce sont des gars qui peuvent rouler aussi. Il y a quand même un Dan Hall, hein, rappelez-vous, Dan Hall, c'est le vainqueur du chrono individuel sur le dernier Giro. Donc il y a des rouleurs. C'est une équipe quand même assez équilibrée. Moi, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là pour lui. La question, c'est est-ce que, comme on l'a c'est déjà posé dire pour plein d'autres coureurs, est-ce qu'il sera capable d'être régulier sur les 21 jours? Et je souhaite effectivement que, dans un premier temps, il essaie de faire un classement général et comme d'autres, hein, s'il se rend compte qu'au bout d'un moment que ça ne va pas, bah, qu'il lâche un petit peu peut-être 7-8 minutes pour aller ensuite glaner des victoires d'étape. Mais voilà, j'ai le sentiment que, comme tu l'as dit, vu la forme, vu le parcours, c'est vraiment le gars qui peut être ce dynamiteur dans des côtes dures, mais pas très longues. C'est vraiment un profil qui lui convient et c'est peut-être l'année ou jamais pour effectivement aller chercher un podium ou oui, aller un podium sur un grand tour. Et je rebondis directement aussi sur ce qu'Alexis a dit. Derek J, c'est clair, on n'en parle pas beaucoup. Mm. C'est clairement. Alors, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que Derek J serait une surprise? Je pense pas. Non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui chaque année se bonifie ici, en tout cas sur les courses à 3 semaines. Il l'a déjà montré, il est capable de rentrer dans le top 10 sans aucun problème. Et de nouveau, c'est un grand tour où il n'aura pas des enchaînements de cols très longs. On sait que Derek J est plus lourd que les Ouais. purs grimpeurs. Et donc, il faut voir dans quelle mesure il va pouvoir. euh, Quelque part digérer les forts pourcentages. Hein, sur un Angliru, on peut très vite Ouais. perdre 2-3 minutes, évidemment. Là, ce sera vraiment compliqué, mais ce sera compliqué pour tout le monde, de toute façon, sur l'Angliru. Mais donc, il faudra voir dans quelle mesure Derek G ne peut pas être justement cet invité surprise pour jouer l'une des 3 premières places. Il y a d'autres coureurs, et je vais vous relancer sur un autre coureur qui est Egan Bernal, tu l'as cité aussi. Egan Bernal, on le rappelle, qui en début de saison avait dit, je pense même que c'est en fin de saison dernière, que son objectif de la saison 2025 serait de faire un classement général sur la Volta. On l'a vu sur le Giro, bien affûté, peut-être un peu trop généreux dans l'effort, ça lui a coûté quelques minutes. On sent que c'est plus le Bernal de 2019, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est plus un coureur qui va pouvoir aller remporter un grand tour en tous les 4 ans qu'il y aura de nouveau les Pogacar, Vingegaard et compagnie. Mais voilà en tous les cas de nouveau quelqu'un qui va pouvoir sans doute s'amuser, d'autant que de nouveau, est-ce que c'est un profil de grand tour qui convient à Bernal? Bah, il y a un an, j'aurais dit non, parce que Bernal était plus aussi, hein, mode colombien, d'aller chercher les cols au-dessus des 2000 mètres, etc. Mais de notre côté, on a vu que sur le Giro, il était un petit peu court. Et donc peut-être qu'ici, ça va de façon assez contre-intuitive, peut-être mieux lui correspondre. Mm. Donc voilà, c'est un autre coureur que j'attendrai beaucoup, mais il y a aussi l'affect qui joue pour Bernal, je ne le cache pas. Et donc voilà, j'aimerais voir effectivement Bernal avec Ciccone être ces deux dynamiteurs de la course parmi le peloton des favoris.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait Ouais. que, étrangement, maintenant, le profil de Bernal correspond bien à cette Vuelta, ou le profil de cette Vuelta correspond bien à Bernal. Je trouve aussi maintenant il m'impressionne plus. On l'a vu bon dans des Liège-Bastogne-Liège, sur des étapes comme l'Estrade Bianche et tout ça, et j'ai l'impression qu'effectivement, on ne doit pas voir Bernal comme le Colombien, haute altitude, etc. On ne doit plus le voir comme ça, en tout cas. Maintenant, oui, sur le niveau, malheureusement, tu l'as dit aussi, hein, il n'a plus le niveau qu'il a pu avoir, ou en tout cas, le cyclisme a tellement évolué depuis lors, il a toujours le même niveau, mais ça ne suffit plus puisque tous les autres ont augmenté en performance. Donc oui, je sais pas. Moi, je voudrais encore parler d'un gars que j'attends avec curiosité, avec envie, avec espoir. C'est Pellizzari. Ouais, j'allais Alors, en c'est son parler aussi. deuxième grand tour. Ben ouais, c'est son deuxième grand tour dans l'année. Moi, sur son Giro, il m'a quand même vraiment impressionné parce qu'il a roulé le début au service de Roglic. Quand Roglic n'a plus été là, il a repris le relais et de quelle manière. Et ben, il y aura Jay Hindley, mais pour moi, le leader, c'est Pellizzari. C'est Moi, j'y crois exactement ce que je pas, voulais Jay dire. Hindley. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. Bora, pour moi, aurait tout intérêt à plutôt miser sur Pellizzari que sur Hindley. Même Oui, sur ce oui, type pas de Hindley. parcours? Bah justement, encore plus, parce que Hindley, je Ok. pense qu'il a besoin que ce soit long. Donc, Je suis d'accord. Pellizzari, il peut, à mon avis, se débrouiller dans les deux profils. mhm. Hindley, je le vois pas incroyable ici. Et en plus, ça fait un moment qu'il nous a plus envoyé de signaux positifs, l'Australien. Oui. Alors que Pellizzari est quand même en pleine progression. Donc, ouais, je partirai plutôt là-dessus. Je ne sais pas si vous avez un autre nom, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un nom qui n'a pas été cité, c'est Ben O'Connor. Ouais, bah Mais parce qu'il va perdre ouais. 3 minutes à l'Angliru. Mais oui, c'est clairement, même au-delà de Connor, hein, parce qu'Oconnor a beaucoup donné aussi sur le dernier Tour de France, donc il faudra voir dans quelle mesure il ne va pas venir simplement chercher des victoires d'étape. Mais c'est un chouette collectif, je trouve, chez Jayco, avec Harper et Dunbar. On a là Mhm. trois mecs qui sont capables de rentrer dans les 10. Alors là, on sort, je pense, du top 5 assez nettement, mais c'est clair que c'est des gars qui vont pouvoir certainement animer les étapes. Euh, c'est c'est clair que dans la mesure, parce qu'il faut toujours évidemment se mettre dans la peau des directions sportives des différentes équipes, mais dans l'hypothèse où Vingegaard et le duo UAE va peut-être monopoliser la course à la gagne, est-ce que toutes les autres équipes n'ont pas intérêt, vu le profil de Volta présenté, de tenter les coups systématiquement? Et donc, je les vois plus dans ce registre-là. Mhm. Comme un autre gars qui aurait pu peut-être sur ce type de profil réaliser aussi un bon classement général, c'est Buitrago, Santiago Buitrago, qui revient en forme après son Tour de France marqué par des chutes et des blessures. Euh, je ne sais pas s'il sera au service de Tibéri, parce que Tibéri, on en a assez peu parlé, mais c'est aussi toujours une bonne carte pour un classement général. Mais voilà, ici un Buitrago qui a notamment annoncé que sur l'Angliru, il avait envie de faire mieux que quand il était venu la première fois, il a fait huitième de mémoire. Donc voilà encore aussi un coureur qui pourrait dynamiter un petit peu tout ça pour aller chercher en tous les cas des victoires d'étape. Et on sait que, un peu à la façon d'un O'Connor, ce sont tous des gars qui, à la faveur d'une ou deux échappées, peuvent venir se replacer dans les 10, avec pourquoi pas venir titiller la 4-5e place. Mais voilà, tous ces gars-là sur le podium, moi j'y crois pas trop. Mhm. De même qu'il y en a un dernier qu'on n'a pas encore cité, je pense, mais peut-être y revenir, c'est Félix Gall, qui Ouais. pourrait tout à fait être un client pour un top 3 potentiel. Mais de nouveau, on sait que l'enchaînement Tour-Vuelta, c'est pas toujours évident à faire. On a vu Gall très bon sur le Tour. Mon sens, enfin mon avis, je pense en tout cas que son pic de forme est passé. Ce sera peut-être plus compliqué d'aller rechercher de nouveau un top 4, top 5 sur cette Vuelta. Ouais, égal de nouveau. Moi, je l'attends plus comme grimpeur, vraiment dans la En haute montagne. difficulté, dans les longues C'est ça. ascensions, etc. Donc, Gall, j'ai un peu du mal à y croire sur ce parcours-là. Euh, qui j'ai du mal à croire, je vais quand même juste le citer, parce que s'il avait été au top de sa forme, ça aurait été intéressant, c'est Gaudu. Mais Mhm. Gaudu, je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est traverser du désert, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un peu dommage pour lui, pour la Groupama, pour les Français, voilà. Mais j'ai une question, et c'est spécial pour Alexis pour lui faire plaisir. Il me semble que j'ai lu que Tom Pitcock allait faire le général. Il termine quantième, Tom Pitcock, Alexis. Bah écoute, justement, tu viens de parler des deux gars que j'ai pas cités, tout en me disant, bah, enfin, pour Godu, on aurait dû le citer, mais je le cite pas parce que, enfin, je l'ai pas noté, on va dire, parce qu'en effet, traverser du désert. Et Pitcock, oui.
J'ai envie de te dire qu'il va faire 15e, mais c'est vrai qu'encore une fois, sur ce parcours-là, pourquoi pas aller faire 12e? Oui, mais je vois plus ou moins pareil. C'est dommage s'il fait en général, parce que là, par contre, Ouais, je trouve qu'il a intérêt pour aller essayer ouais, de choper des étapes. Il a c'est vraiment clair, intérêt à sa convenance, hein, pour c'est s'amuser. clair. Mhm. Ouais, je suis Ouais, d'accord. tout à fait. Et alors, c'est vrai qu'au-delà du classement général, au-delà peut-être même aussi des victoires d'étape, la Vuelta est traditionnellement le dernier grand tour de l'année, depuis maintenant de nombreuses saisons. C'est donc là aussi où des équipes parfois font des tests et lancent des jeunes. On aurait évidemment adoré voir un Lennart Van Eetvelt, par exemple, chez l'auto, mais qui est forfait toujours en raison des blessures encourues avant et pendant le dernier Tour de France. Il y a d'autres gars. On a vu, par exemple, si on reste dans le giron belge, Kian Uijtdebroeks réaliser une excellente Vuelta Mhm. il y a 2 ans. Ici, quels sont les coureurs chez les jeunes qui pourraient créer la surprise? Et quand je dis créer la surprise, c'est vraiment ces jeunes qui pourraient venir s'inviter à la bagarre avec les gars qu'on vient de citer maintenant, et donc aller chercher peut-être une victoire d'étape, mais peut-être aussi un classement général. Sur le classement général, c'est compliqué, je trouve. Il y en a, C'est compliqué. Vas-y, Alexis. il y a qu'un nom qui me vient à l'esprit pour le général, mais on en a déjà parlé, c'est Pellizzari. Il rentre plus vraiment dans cette catégorie de coureurs qu'on vient tester sur la Volta, mais il a 21 ans aussi, donc voilà. C'est ce que j'avais noté sur ma liste. Évidemment, c'est parce qu'on veut partir de surprise. Sinon, Pellizzari a 21 ans, Ayuso a 22 ans. Hein. Donc Ouais. voilà. Mais bon, c'est pas ces mecs-là dont on parle. Et du coup, c'est vrai que pour un classement général, il y aurait pu y avoir des gars intéressants, mais en fait, je pense ici à Ben Tulette. Mais bon, tu es dans un tel effectif que franchement, je trouve qu'il va être intéressant à suivre, hein, pour voir Mhm. ce qu'il peut faire en tant qu'équipier, ce qu'il va apporter, parce qu'il fait vraiment une belle saison là où il a franchi un palier, je trouve. Donc, il va être intéressant à suivre, mais dans son rôle d'équipier. Et donc, pour un classement général, il y en a un j'aurais vraiment voulu voir, c'est Max Poole, mais il n'y est pas du tout cette année. Et je suppose Non. qu'il Mais a il des n'y sera problèmes pas. physiques, j'avoue que je ne sais pas. Ah, il n'y sera pas, Il, voilà. il n'y sera pas et pour être tout à fait transparent, pendant que nous sommes en train de discuter, son nom vient d'être retiré de la start list, en tout cas Ah sur oui, Ok. Pro Cycling Stats. Il c'est ce que souffrait de j'avais vu. mononucléose et ça Ah ouais. explique, pardon, beaucoup de choses effectivement, mais c'est exactement le nom que j'allais citer. D'une part dans la foulée de ce que son coéquipier et co-nationaux, euh, comment, Only. Only, j'y arriverai, merci, à réaliser sur le Tour, mais c'est aussi quelqu'un qui, moi, m'avait marqué sur le Tour de Burgos l'année passée, qui a fait un excellent Tour de Burgos. Il n'avait pas été en réussite par la suite sur les grands tours, mais c'est quelqu'un qui très clairement pouvait venir rentrer dans le top 10. Il n'y est pas, parlons d'autres. Moi, il y a un nom peut-être que j'aurais envie de citer, mais il faut dans quelle mesure il ne sera pas coéquipier de son leader. C'est l'Américain Richie Tello. C'est Mhm. quelqu'un qui pourrait tout à fait venir jouer cette carte de la jeunesse et s'intégrer dans un top 10. Mais voilà, on sait qu'il y aura nécessairement, entre guillemets, une surprise. Allez, si je vous pousse un peu plus loin. Si vous devez citer un nom un peu hors norme, qu'on n'attend pas, et ce serait vraiment une surprise de le voir dans le top 10, ce serait qui? Et peut-être pour vous laisser réfléchir, moi je vous donnais mon nom, parce que j'avais préparé Mhm. forcément la question. Je me suis dit, mais vraiment au feeling comme ça, le néerlandais de chez Intermarché, Hub Arts. Pourquoi pas? Tout Mhm. jeune, le gars est plein d'audace. C'est pas forcément le meilleur grimpeur, évidemment, du plateau, mais il sait malgré tout grimper. Et donc, pourquoi pas voir Hub Arts faire monts et merveilles sur cette Volta. Voilà. Est-ce que vous avez un Ok. nom Alors, comme ça, un peu improbable, Bon. qui ressort? avant de te donner Oui. mon nom, je vais te répondre sur Hub Arts parce qu'il était dans ma liste, mais pas du tout pour un Ah, classement général. Mais en tant qu'animateur, dans les jeunes, parce que voilà, après, oui. après j'ai quand même 2-3 noms pour jeunes à suivre et qui peuvent être un peu révélations, etc. J'avais noté Hub Arts, mais moi plus pour des coups. En me disant, il roule bien, il passe bien les bosses, il a sa petite pointe de vitesse, donc c'est un gars qui est vraiment intéressant à suivre. Donc voilà, je l'avais noté, mais j'y crois pas trop pour le général. Pardon Alexis, je t'ai coupé, je cherche Non, encore non. mon nom, donc je te laisse la parole pendant que je Bah, cherche. moi, je vais un peu rentrer dans le même registre que Max Poole, c'est-à-dire que quelqu'un pour qui serait une énorme surprise en 2025, mais on aurait pu y croire en 2023, c'est Stone Mitter. Ah non, c'est lui que j'étais en train. Oui, ok. Sorry. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, donc Non, forcément.
Non, Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et je t'avoue, allez, pour un général, Romain, je ne vais pas te sortir un nom pour te sortir un nom. Je pense qu'effectivement, Richie Taylor, Stone Mittet. Ouais, plus Richie Taylor. Richie Taylor sera Ouais. une moins grosse surprise pour moi, hein, mais je trouve je sais pas, j'ai l'impression qu'il stagne un peu. On verra. Et sinon, oui, je serais aussi parti sur Stone Mittet si. Non, je vais pas prendre un nom. Je suis en train de parcourir la start list. Honnêtement, ce serait donner un nom pour donner un nom. Ouais. Je vois pas un jeune hyper surprise venir se mettre dans le top 10 en fait. ouais, ouais. Par contre, effectivement, l'autre grande spécificité de la Vuelta, c'est que on a régulièrement des mecs qui viennent remporter des étapes qu'on n'attendait pas forcément et qui souvent doublent le coup, hein. On a eu Jay Vine il y a quelques années, on a eu Castrillo qui sera leader de la Movistar cette fois-ci l'année passée lorsqu'il était sous le maillot Kern Pharma. Est-ce que il y a comme ça on a eu un Nico Dens, c'est plutôt sur un Giro par contre, hein, Mm. il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a un profil comme ça que vous avez envie de suivre? Alors, je ne dis pas qu'ils vont remporter 2 étapes nécessairement, mais en tous les cas, dans ces coureurs dont on ne parle pas nécessairement quand on préface un grand tour, mais vous vous dites, tiens, voilà, comme peut-être tu disais Hub Ars pour les coups d'Amiens, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que tu avais épinglés dans ce registre? Ouais, pas pour doubler, etc., mais pour se montrer sur des étapes, sans même dire qu'ils ont gagné, pour rester un tout petit peu sur les jeunes avant de passer à la suite. Évidemment qu'on va être curieux quand même de voir Léo Bisio, avec ce qu'il vient Mm. de faire sur Vuelta Burgos. On est obligé d'avoir un œil sur le garçon, et on a déjà parlé plus tôt dans l'épisode, mais évidemment Junior Le Serre. Si en plus, moi je ne savais pas qu'il en faisait son objectif d'aller gagner une étape, évidemment qu'on va avoir un œil sur le garçon. Ok. Alexis, un nom en Ben, particulier qui t'a sauté aux yeux? encore une fois, c'est dur, mais pourquoi pas sur des étapes accidentées, voir quelqu'un qui, sur les grands tours, m'a rarement surpris positivement, mais un Quinten Hermans, pourquoi pas sur quelques étapes Ah aller oui. s'illustrer. Et vu la faiblesse de la start list sprinter, pourquoi pas voir enfin un Brian Cocker venir remporter une étape ici. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que la transition est tout trouvée avec le thème suivant. Peut-être juste avant de revenir sur les sprinters, il y a une équipe que je serais assez curieux de voir. Elle était dans une forme tonitruante en début de saison. C'est en train d'un peu rentrer dans le rang, c'est Astana. Mhm. Il y a un paquet de mecs qui peuvent faire de belles choses sur cette Volta. Il y a évidemment Fortunato, meilleur grimpeur Et du ouais, dernier Giro, qui pourrait doubler et peut-être tenter d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur, les poids bleus hein, sur la Vuelta. Mais il y a d'autres gars, des Harold Tejada, Harold Martin Lopez, la petite pépite équatorienne. Et bien sûr, toujours Sergio Higuita qui semblait revenir en forme tout doucement sur le dernier Tour de France. Voilà des profils de coureurs qui peuvent franchement faire des étincelles en allant dans des coups comme ça sur cette Vuelta. t'as Euh, raison. Excuse-moi, je te coupe, mais t'as oui, totalement raison pour Fortunato. En fait, ça aurait dû être lui mon nom. Ouais, Mhm. Fortunato. Ouais. ouais, ouais. Donc, Alexis, tu viens de citer Cocard, qui, pourquoi pas, pouvait effectivement réaliser quelque chose. Et que tu l'as dit, un plateau qui s'annonce assez famélique sur cette Vuelta. C'est quelque chose qu'on se dit de plus en plus souvent, tant sur la Vuelta que sur d'autres tours, notamment sur le Giro. Comment est-ce que vous prenez cette réalité? Est-ce qu'effectivement, c'est bel et bien un plateau de sprinter qui est peut-être le moins alléchant, comme on le lit parfois depuis quelques jours, quelques semaines sur les réseaux, le moins alléchant depuis des années hein, sur un grand tour? Ou est-ce que finalement c'est l'occasion aussi de voir d'autres gars se révéler? On se rappelle qu'un Pavel Bittner, par exemple, avait remporté le premier sprint massif l'année passée. On sait aussi que sur le dernier Giro, un Casper Van Uden, qu'on n'attendait pas à remporter le premier sprint massif. Donc, il y a aussi, du coup, peut-être cette porte ouverte à d'autres sprinteurs qu'on connaît pas encore, qu'on connaît moins, et qui peuvent se révéler. On pense à Caden Groves, hein, qui s'est révélé sur une Vuelta avant de devenir ce coureur un peu plus complet qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu les deux en même temps. Ouais, c'est lié. C'est lié. Après, le profil de la Vuelta aide pas non plus. Hein, Ouais, parce c'est ça. que tu as raison quand tu dis, on l'a vu sur d'autres grands tours, on a l'impression que c'est de plus en plus le cas. Je pense qu'en fait, ça rejoint tu sais, l'idée globale quand on dit qu'on n'est plus dans un cyclisme de spécialisation.
Effectivement, on n'a plus des sprinteurs de grand tour. On n'a plus Cipollini, on n'a Clair. plus Marcel Kittel. Hein. Même plus récemment, hein, quand on repense à des Caleb Ewan, des Fabio Jakobsen, voire des Dylan Groenewegen, ce sont des coureurs qui ont fait leur histoire. Cavendish, bien évidemment, qui ont fait leur histoire sur les grands tours. Ici, on est rentré dans une ère, effectivement, où beaucoup de sprinteurs vont maintenant sur les classiques, vont un peu partout, et donc où on a effectivement des gars qui préfèrent peut-être axer une partie de leur saison sur 3-4 belles classiques de fin de saison, plutôt que de venir s'embêter, entre guillemets, pendant 3 semaines sur une Volta, où ils vont avoir plic-ploc comme ça de temps en temps une opportunité, quoi. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et il y en a beaucoup sur le Tour d'Allemagne, hein, par exemple. Il y a beaucoup de Mhm. sprinteurs sur le Tour d'Allemagne, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, je crois qu'ils ne vont pas s'emmerder 3 semaines à devoir gravir je ne sais combien je ne sais, c'est très belge, je ne sais pas combien de côtes et d'arriver au sommet pour avoir une opportunité par-ci, par-là. Bah, c'est ça. Voilà. Et à la fois, donc, pour boucler la boucle, c'est chouette de voir peut-être d'autres noms s'illustrer. Et aussi, comme vous avez dit, il y a de plus en plus de sprinteurs qui se découvrent aussi au classique. Donc, non seulement leur saison est déjà longue, mais en plus de ça, si on regarde la start list, qui n'est pas encore vraiment sortie en Bretagne et au Québec, bah, à mon avis, on verra plus de sprinteurs là que sur cette Volta. Pour terminer cet épisode de préface de cette Vuelta, c'est le retour des quiz de Damien. Ça fait un petit moment. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que tu aimes bien tenter de nous prendre au piège avec des petites questions, des petits quiz dont tu as le secret. Ouais. Oui, et cette fois-ci, ça va être un vrai quiz. C'est pas des petites questions ouvertes, vous me répondez oui, non, etc. Ça va être un vrai quiz. On va tester vos connaissances sur la Vuelta. Ça va partir, à mon avis, d'une question simple à de plus en plus compliquée. Il y a juste 5 questions. Et Ok. si vous n'allez pas trop vite, c'est bien aussi pour les auditeurs qui pourront jouer en même Bien temps et sûr. essayer d'avoir les réponses. Bon, allez, on commence avec la première question. Ici, au départ de la Vuelta, combien est-ce qu'on a d'anciens vainqueurs sur cette Vuelta 2025? De grand tour ou de De la la Volta? Volta? De la Vuelta. Je Aucun. dirais, Ah je si, dirais un. zéro. Sepp Kuss. Effectivement. Ah oui, Kuss. Kuss, mais qu'est-ce que je raconte? En plus, Romain l'a dit plus tôt dans l'épisode, je me suis dit, ah ben mince, il spoil déjà ma première question. Allez, on enchaîne. 4 autres coureurs qui sont au départ de 5 autres coureurs, pardon, qui sont au départ de cette Vuelta, ont déjà terminé sur un podium d'une Vuelta. Est-ce que vous saurez me les retrouver? Il y en a, c'est assez évident, il y en a, c'est plus compliqué. Ayuso. Ayuso, ça fait 1. Euh, Podium de Ah, Vuelta. O'Connor? O'Connor, ça fait 2. Ouais. Oh, Vingegaard? c'est compliqué. Vingegaard, ça fait 3. Sepp Kuss. Non, Kuss, il compte pas en plus de lui. Donc ça fait déjà 3, c'est les 3 plus évidents. Ouais. Les autres, c'est des Ouais, surprises, vous savez, j'imagine. les mecs qui font podium sur une Vuelta et puis qui. Non, Les autres, finalement, non, les autres, c'est c'est des pas. surprises, tu dis. Les 2 autres, c'est quand même plus. Surtout un des 2 Oh, qui ne fait plus rien. j'imagine un Kelderman. Non, pas Non? loin, je crois qu'il a fait une fois 4e, je crois, mais pas podium. Pas Landa, Je hein, vous aide un j'imagine, peu. du coup. Non, pas Landa, je pensais que vous tomberiez dans le piège, mais non. Allez, je vous aide un petit peu. Il y en a un qui court chez IF. Maintenant, donc, hein, pas au moment du podium. C'est un gars, si Quentin, je sais pas si Quentin il nous écoute, Quentin de Vélo Futé, s'il nous écoute de temps en temps, il aime beaucoup ce coureur. Chez IF. Comme Amérique. Carapace est forfait, je vois même pas qui sera là du C'est coup. Ah, c'est par là. Esteban Chavez. Voilà, Esteban Chavez. Ça fait Ah, oui. 4. Et alors le dernier, il court à la Bahreïn Victorious. Là, Ah, vous allez Caruso. Ah, avoir Jack Egg. Jack Egg. Ah, Voilà, on les a. Ah, ouais, ouais. Jack Oui, Egg, oui, Caruso, oui, c'était un si. Giro. Je te jure que Jack Egg a fait un podium de grand tour. Ça, c'est dingue, ça. Ouais. Ah ouais, j'aurais dû quatrième. Ouais, ok. Ah ben voilà. Alors, on va aller toujours un peu plus dur, même si là aussi, il y a des réponses qui peuvent sembler un peu évidentes. Il y a 4 coureurs au départ qui ont déjà levé les bras 3 fois sur la Vuelta. Donc ici, je parle de victoire d'étape. Donc 4 coureurs ont déjà remporté 3 étapes sur la Vuelta. Qui sont-ils? Euh... hmm. Ederson?
Pedersen, ça fait 1. Le nombre famélique de sprinteurs. C'est un sprinter Il y a un sprinter dans les 3 qui restent. Pas Vingegaard, il en a gagné 2, je pense. Ouais, peut-être Viviani. Viviani, exactement. Ouais. Viviani, ça en fait 2. Alors les 2 autres, les gars, bon courage. Il y a 2 Espagnols, dont un dont Romain a parlé dans l'épisode. Soler. Castrillo. Soler, exactement. Ouais. Soler, ça fait 3. Et alors le dernier, je ne sais pas comment vous pouvez l'avoir, donc je vais vraiment vous donner le gros indice et vous allez aller le chercher. Si, je pourrais déjà vous dire qu'il a déjà été champion d'Espagne, mais enfin, ça ne va pas vous aider beaucoup. Et il court à la Cofidis. Ah ouais, Herrada. Ok. Herrada. Là, si vous l'aviez trouvé sans indice, celui-là, non, impossible. C'était fort. Et alors, on n'avait pas encore la compo de Alpecin. Si Jasper Philipsen y est, il fera partie du lot. Lui aussi a déjà gagné 3 fois sur la Vuelta. Et on sait que Caden Groves n'y sera pas. Caden Groves a gagné 7 fois déjà sur la Vuelta. Ah ouais, j'aurais pas dit. Spécialiste de l'épreuve. Alors, on enchaîne avec une question peut-être un peu plus facile finalement. L'arrivée au sommet la plus connue, et on a dit la plus en altitude de cette Vuelta, c'est l'Angliru. Ça commence à vraiment devenir mythique. Il y a un seul coureur qui s'est imposé 2 fois au sommet de l'Angliru. Quel est ce coureur? Dans l'histoire? Au départ ici? Dans l'histoire, pas au départ ici. Contador. Évidemment. C'était cadeau. Et alors, le dernier, je vous le fais en mode question pour un champion. Vous savez, le je suis. Donc, on est parti. D'abord, petit préambule sur la Vuelta. Vous savez bien, on a souvent changé de maillot, régulièrement changé la couleur du maillot de leader. Donc, pour l'instant, c'est le maillot rouge. C'est le cas depuis 2011. Et donc, on va parler d'un porteur du maillot rouge. C'est parti. En 2011, j'ai endossé le premier maillot rouge de l'histoire suite à un chrono par équipe remporté par mon équipe qui était la Léopard Trek. J'ai ensuite dû attendre 2019 pour signer un succès individuel sur la Vuelta. J'ai par ailleurs remporté 3 fois mon tour national. J'ai également enlevé 2 monuments et 2 critériums du Dauphiné. Attention, ça se précise. À Rio, en 2016, je ne parviens pas à rejoindre Greg Van Avermaet dans la finale et dois me contenter de la médaille d'argent. J'ai longtemps couru pour Astana avant de passer chez Israël. Je viens de mettre un terme à ma carrière. Je suis. Non. Non? Il n'y a pas de Tour du Canada. Enfin, je crois pas, peut-être, mais n'oublie pas, il a remporté 3 fois son tour national. Fuglsang. Jacob Fuglsang. Bravo, Alexis. Joli. C'était le petit jeu. Bravo, Alexis. Et en point bonus, alors, c'était pas prévu. En point bonus, qui était le dernier alors à avoir porté le maillot or, qui était le maillot de leader avant le maillot rouge? Donc, c'est celui qui a gagné la Vuelta en 2010. C'est juste pour Enzo, c'est Nibali, évidemment. Ouais. Voilà, maintenant le quiz ici est terminé. On va pouvoir se projeter vraiment sur la Vuelta qui arrive très très vite. C'est vrai que c'est pas la course qui semble avoir la plus grosse cote de popularité cette année. C'est pas toujours le cas déjà, mais cette année peut-être encore un peu moins. Mais c'est parfois quand on s'y attend le moins qu'on a des belles surprises et des belles choses qui arrivent. Donc bien évidemment, on va la regarder, la suivre de près. J'espère que vous aussi. On échangera certainement à ce sujet plus tard sur le petit plateau. Et si ce n'est pas à ce sujet, on se retrouvera très très vite pour d'autres courses et évidemment, les mondiaux à n'en point douter. Allez, à bientôt et à très très vite sur le petit plateau. Salut. Ciao, salut.